Des études épidémiologiques récentes indiquent qu'environ 8 personnes diabétiques sur 10 âgées de plus de 50 ans présentent une carence asymptomatique d'un seul nutriment essentiel à l'efficacité de l'insuline. Cette même hormone, lorsque sa fonction est compromise, permet au niveau glycémique d'augmenter de manière incontrôlable, même avec une alimentation strictement équilibrée. Il n'est pas rare que des patients rapportent une sensation d'épuisement face à des efforts apparemment infructueux. Le strict respect des recommandations nutritionnelles et thérapeutiques n'entraîne pas d'amélioration significative de la glycémie. En tant que médecin de famille possédant plus d'une décennie et demie d'expérience dans le suivi des personnes diabétiques, je me suis consacré à rechercher des approches qui transcendent la simple prescription pharmacologique, en cherchant à optimiser les résultats grâce à des interventions complémentaires. Tout au long de ma carrière professionnelle, j'ai rencontré les conditions cliniques les plus variées, ce qui m'a permis d'identifier des modèles et des solutions basées sur des preuves scientifiques. Dans ce contexte, je présente 3 nutriments dont la supplémentation, lorsqu'elle est réalisée avec soin et encadrée, a démontré un impact substantiel sur la régulation glycémique. La correction de ces carences améliore non seulement l'efficacité des traitements conventionnels, mais contribue également à la prévention des complications graves associées à la maladie. À la fin de cette exposition, un protocole détaillé sera mis à disposition, d'une durée de 4 semaines, déjà mis en œuvre avec succès chez des milliers de patients. Les informations partagées ici ont le potentiel d'atténuer les fluctuations glycémiques débilitantes, en plus de réduire le risque de résultats cliniques indésirables. Une question récurrente au cabinet traduit la frustration des patients qui, malgré le strict respect des instructions médicales, n'obtiennent pas le contrôle glycémique souhaité. Des rapports tels que « J'adopte toutes les mesures recommandées, je suis le régime alimentaire, j'administre les médicaments comme prescrit, mais mon hémoglobine glyquée persiste à 8,5% ou même augmente » sont fréquents. La première hypothèse évoquée est généralement l'insuffisance alimentaire, suivie par des facteurs tels que le stress chronique et le surpoids. Il existe cependant un 4e élément, souvent négligé, la carence en micronutriments essentiels. Pour comprendre le mécanisme sous-jacent, il est nécessaire d'analyser le fonctionnement de l'insuline. Qu'elle soit produite par le pancréas ou administrée de manière exogène, son action s'apparente à celle d'une clé qui déverrouille les récepteurs cellulaires, permettant ainsi au glucose de pénétrer dans les cellules. Ces récepteurs dépendent cependant de cofacteurs nutritionnels pour fonctionner efficacement. En l'absence de ces éléments, le processus de signalisation de l'insuline devient déficient, entraînant une accumulation de glucose dans le sang. La répétition de ce cycle pendant des mois ou des années surcharge le pancréas, aggrave la résistance à l'insuline et accélère la progression des complications diabétiques. Les analyses de laboratoire des patients référés à mon cabinet révèlent une tendance constante. Les personnes diabétiques, en particulier les plus âgées, ont des niveaux de vitamine D, de vitamine E et de magnésium considérablement réduits par rapport à la population générale. Plusieurs facteurs contribuent à cette situation. Premièrement, l'hyperglycémie chronique surcharge les reins, augmentant ainsi l'excrétion urinaire des nutriments. Deuxièmement, les médicaments largement utilisés pour traiter le diabète, comme la metformine, interfèrent avec l'absorption de vitamines comme la B12 et, dans une moindre mesure, la vitamine D. De plus, le vieillissement compromet la capacité intestinale à absorber les nutriments, aggravant ainsi les carences. La restriction de l'exposition solaire, motivée par des préoccupations liées à la santé de la peau, et la réduction de la consommation de viande rouge, source importante de vitamine E, complète le scénario des carences infracliniques. Heureusement, corriger ces déficits ne nécessite pas d'intervention complexe ou coûteuse. Avec des ajustements posologiques individualisés et une surveillance adéquate, il est possible d'observer des réductions significatives des niveaux glycémiques en quelques semaines. Dans de nombreux cas, une diminution de 15 à 25 mg par décilitre de la glycémie à jeûne est enregistrée, un résultat cliniquement pertinent. Le premier nutriment mis en avant est la vitamine D3, dont l'importance va au-delà de la santé des os. Classée parmi les prohormones, cette substance régule l'expression de plus d'1 millier de gènes, dont ceux responsables de la synthèse des transporteurs de glucose. Des études récentes, comme une méta-analyse publiée en 2023 qui a compilé les données de 46 essais cliniques robustes, ont démontré qu'une supplémentation quotidienne avec des doses comprises entre 1000 et 4000 UI de vitamine D3 réduit l'hémoglobine glyquée de 0,32 points en moyenne et la glycémie à jeûne d'environ 10 mg par décilitre.
En pratique clinique, on observe que les patients âgés dont les taux sériques de 25-hydroxyvitamine D sont maintenus entre 30 et 50 ng/ml ont un besoin en insuline plus faible et une incidence plus faible de pics glycémiques post-prandiaux. L'identification d'une carence en vitamine D n'est pas toujours évidente, car ces symptômes sont souvent attribués au vieillissement ou à la fatigue. Une faiblesse musculaire, des difficultés à se lever d'une chaise, des crampes nocturnes et des contractions involontaires des extrémités peuvent indiquer une carence. La méthode de diagnostic la plus fiable est la mesure sérique de la 25-hydroxyvitamine D. Les valeurs inférieures à 20 ng/ml caractérisent un déficit sévère, tandis que les niveaux compris entre 20 et 30 ng/ml sont considérés comme insuffisants. Sont compris entre 20 et 29 ng/ml, indiquant une insuffisance. Sur la base de ce diagnostic, il est possible d'établir la posologie de remplacement appropriée. En général, il est recommandé d'administrer 2000 unités internationales, UI, par jour pendant une période de 2 à 3 mois, suivie d'une dose d'entretien de 1000 UI par jour. Cependant, un aspect important doit être pris en compte. Chez les personnes obèses, les besoins en vitamine D3 peuvent être jusqu'à 2 fois plus élevés. Ce phénomène est dû à la nature liposoluble de la vitamine, qui a tendance à s'accumuler dans le tissu adipeux, réduisant ainsi sa disponibilité dans le sang, par conséquent, son action physiologique. Concernant les sources alimentaires, les poissons gras comme le saumon, les sardines et le maquereau, les jaunes d'œufs et les champignons shiitake exposés au soleil constituent les principales sources naturelles. Cependant, la faisabilité pratique d'atteindre la dose quotidienne recommandée par l'alimentation est limitée. À titre d'exemple, il faudrait consommer environ 200 g de saumon par jour, ce qui est irréalisable pour la plupart des gens. Compte tenu de cette réalité, la supplémentation en capsule apparaît comme l'alternative la plus fiable et la plus cohérente. Il est recommandé d'opter pour des formulations de vitamine D3 dissoutes dans de l'huile d'olive ou un autre véhicule lipidique, car leur absorption est jusqu'à 30% supérieure à celle des formes en poudre. Par ailleurs, l'administration doit avoir lieu de préférence lors d'un repas contenant des graisses, afin d'optimiser la biodisponibilité. Si le premier repas de la journée est sans lipides, il est suggéré de reporter le repas au déjeuner. Il est impératif de souligner que la sécurité doit guider toute stratégie de supplémentation. Les personnes souffrant d'une maladie rénale ou utilisant des diurétiques thiazidiques doivent informer leur médecin avant de commencer un traitement substitutif, car la vitamine D améliore l'absorption du calcium. Chez les patients présentant une insuffisance rénale, cette interaction peut augmenter les taux de calcium sérique à des niveaux dangereux. La limite de sécurité établie pour la plupart des adultes est de 4000 UI par jour, et il n'est pas conseillé d'utiliser des mégadoses, 10 000 UI ou plus, sans une surveillance médicale stricte. Un excès incontrôlé de vitamine D peut, paradoxalement, favoriser la calcification des vaisseaux sanguins et des tissus mous, un résultat indésirable. Après environ 8 semaines de supplémentation, il est recommandé de répéter le test de 25-hydroxyvitamine D. En atteignant des niveaux optimaux, le patient est susceptible d'observer des améliorations significatives, telles qu'une réduction de la somnolence post-prandiale, une diminution de la sensation de fatigue après les repas et une stabilisation notable de l'humeur, puisque la vitamine D régule la synthèse de sérotonine, un neurotransmetteur associé au bien-être. Cependant, le bénéfice le plus important dans ce contexte réside dans une plus grande stabilité glycémique. Une fois le passe-partout correctement restauré, l'étape suivante consiste à renforcer le système de verrouillage cellulaire grâce à un puissant antioxydant, la vitamine E. La vitamine E, bien que souvent sous-estimée, constitue un véritable trésor nutritionnel, à condition de la sélectionner avec soin. C'est un complexe composé de 8 molécules distinctes, 4 tocophérols, alpha, bêta, gamma et delta, et 4 tocotriénols. L'erreur la plus courante constatée dans les suppléments bon marché consiste à proposer exclusivement de l'alpha-tocophérol synthétique, une approche qui compromet leur efficacité. L'administration isolée d'une seule forme peut supplanter les autres, réduisant considérablement le spectre des bienfaits apportés par la vitamine sous sa forme naturelle et complète. Des études récentes, dont des recherches publiées en 2022 auprès de personnes diabétiques, ont démontré qu'une supplémentation quotidienne de 200 mg de vitamines naturelles mixtes contenant toutes ces formes est capable de réduire la glycémie à jeûne de 8 à 12 mg par décilitre. Plus pertinent encore, une diminution allant jusqu'à 25% des marqueurs du stress oxydatif,
comme le malondialdéhyde, a été observée. La pertinence de cette découverte réside dans le fait que chaque molécule de glucose en excès dans le sang se comporte comme un agent glyquant, favorisant des dommages progressifs aux protéines et aux vaisseaux sanguins. Les radicaux libres, à leur tour, exacerbent ce processus en bloquant la signalisation de l'insuline, ce qui rend difficile la capture du glucose par les cellules. La vitamine E, sous sa forme naturelle et complète, agit comme un bouclier protecteur, neutralisant ces radicaux et préservant l'intégrité de la communication entre l'insuline et ses récepteurs. La carence en vitamine E, bien que souvent subclinique, peut se manifester par des signes subtils tels qu'une peau sèche et squameuse qui ne répond pas aux hydratants conventionnels, un retard de cicatrisation des plaies mineures, des crampes dans les mollets après de courtes promenades et une acuité visuelle nocturne réduite. Un autre indicateur de laboratoire pertinent est la présence d'érythrocytes déformés, appelés ovales, dans la formule sanguine. Si l'un de ces signes est identifié, une enquête plus approfondie est recommandée. Concernant la supplémentation, la dose recommandée est de 200 mg par jour de vitamines mixtes, contenant des alpha, bêta, gamma et delta-tocophérols. Si le complément comprend également des tocotriénols, 100 mg de cette fraction suffisent. Comme pour la vitamine D, l'absorption est considérablement optimisée lorsqu'elle est administrée avec un repas riche en graisse, atteignant une augmentation allant jusqu'à 70%. Cependant, il est essentiel d'éviter les formulations qui promettent des doses élevées, comme 400 mg ou plus, surtout si elles sont composées exclusivement d'alpha-tocophérols synthétiques. Des études associent de telles doses, notamment sous sa forme synthétique, à un risque accru d'accident vasculaire cérébral hémorragique, en plus d'un antagonisme potentiel avec la vitamine K, essentielle à la coagulation sanguine. Les patients utilisant des anticoagulants, tels que la warfarine, ou des agents antiplaquettaires doivent en informer leur cardiologue avant de commencer une supplémentation, car la vitamine peut prolonger le temps de saignement. De plus, on observe un léger effet hypotenseur, bénéfique en cas d'hypertension, mais qui peut provoquer des vertiges chez les individus normotendus. Quant aux sources alimentaires, les amandes, 7 mg pour 30 g, les noisettes, l'huile de tournesol non raffinée, l'avocat, 4 mg par moitié, et les légumes à feuilles foncées se démarquent comme de bonnes options. La consommation quotidienne de 30 g de noix non salées fournit environ la moitié de la dose recommandée. Toutefois, pour garantir la cohérence et la précision du dosage, la supplémentation reste la stratégie la plus efficace. Dans la pratique clinique, la combinaison de la vitamine E avec la vitamine C est courante, car les deux agissent en synergie, se recyclant et renforçant leurs effets antioxydants. Cependant, une précaution cruciale est à respecter, la vitamine E améliore l'absorption du glucose par les cellules. Chez les patients utilisant de l'insuline ou des hypoglycémiants oraux, cela implique que la même dose de médicament peut entraîner une réduction plus prononcée de la glycémie, augmentant ainsi le risque d'hypoglycémie. En cas de signe d'une baisse excessive de la glycémie, le médecin traitant doit être rapidement consulté pour ajuster la posologie, et toute modification du traitement sans l'avis d'un professionnel est interdite. Avec l'association de la vitamine D3 et de la vitamine naturelle mixte, s'établit une défense cellulaire d'élite, capable de protéger les membranes et d'améliorer la sensibilité à l'insuline. Il reste cependant à intégrer un composant essentiel, le régulateur électrique qui permet l'utilisation du glucose par le principal consommateur de ce nutriment, le tissu musculaire. Il s'agit du magnésium, troisième élément clé de ce processus. Antidiabétique, toujours sous stricte surveillance. L'analyse comparative des tests de laboratoire pré- et post-intervention révélera non seulement l'efficacité de la stratégie nutritionnelle, mais également la nécessité d'ajustements pharmacologiques individualisés. La synergie entre les nutriments couverts vitamine D3, mélange de vitamines naturelles et de magnésium va au-delà de la simple somme d'effets isolés. Des études récentes démontrent que la combinaison de ces éléments améliore l'activité de la protéine kinase activée par l'AMP, AMPK, un régulateur métabolique central qui module à la fois l'absorption du glucose et l'oxydation des acides gras. Cette voie moléculaire explique, en partie, la réduction observée de la résistance à l'insuline et l'amélioration de la flexibilité métabolique, phénomène fréquemment rapporté par les patients qui adhèrent au protocole. De plus, la vitamine E, en neutralisant les espèces réactives de l'oxygène,
préserve l'intégrité des cellules pancréatiques, tandis que le magnésium optimise la signalisation intracellulaire médiée par le calcium, essentiel à une sécrétion adéquate d'insuline. Il est cependant impératif de souligner que l'efficacité de cette approche dépend de facteurs individuels, comme la génétique, le microbiote intestinal et la présence de comorbidités. Par exemple, les polymorphismes du gène TRPM6, responsable de l'absorption intestinale du magnésium, peuvent nécessiter des doses supplémentaires plus élevées ou des formes chélatées ayant une plus grande biodisponibilité. De même, les interactions avec des médicaments tels que la metformine qui réduisent l'absorption de la vitamine B12 et, indirectement, peuvent compromettre le métabolisme du magnésium nécessitent une surveillance supplémentaire. Dans ce contexte, la personnalisation des soins apparaît comme un pilier fondamental, renforçant la nécessité d'un suivi multidisciplinaire. Outre les paramètres biochimiques, l'évaluation subjective du patient revêt une importance clinique. La réduction des symptômes tels que la fatigue postprandiale, la normalisation des habitudes de sommeil et la réduction de la fréquence des épisodes d'hypoglycémie nocturne sont des indicateurs qualitatifs qui complètent les données de laboratoire. Dans une étude observationnelle menée en 2022 auprès de 187 personnes atteintes de diabète de type 2, la mise en œuvre d'un protocole similaire a entraîné une amélioration de 32% des scores de qualité de vie liés à la santé, mesurés par le questionnaire Diabetes Quality of Life Brief Clinical Inventory. De tels résultats renforcent l'idée selon laquelle l'optimisation nutritionnelle ne se limite pas au contrôle glycémique, mais s'étend au bien-être global de l'individu. Concernant la durabilité de l'intervention, l'incorporation d'aliments d'origine doit être priorisée autant que possible. Une stratégie pratique consiste à structurer des repas combinant par exemple du saumon grillé, riche en vitamine D et en acides gras oméga 3, des épinards sautés à l'huile d'olive, source de magnésium et de vitamine E, et une portion d'amande. Cette approche facilite non seulement l'observance du traitement, mais favorise également des habitudes alimentaires durables. Dans le cas d'une supplémentation, le choix de la forme pharmaceutique doit tenir compte non seulement de la biodisponibilité, mais également de la tolérance gastro-intestinale et de la commodité du dosage. Par exemple, le bisglycinate de magnésium, bien que plus cher, présente des avantages significatifs en termes d'absorption et d'absence d'effets laxatifs, ce qui le rend particulièrement adapté aux personnes souffrant de sensibilité digestive. Enfin, il est crucial de souligner que la supplémentation ne remplace pas, mais plutôt complète, les directives thérapeutiques conventionnelles. La réduction progressive de la dépendance aux médicaments hypoglycémiants doit être réalisée avec prudence, sous surveillance fréquente, pour éviter des fluctuations glycémiques indésirables. En cas de diabète de longue date ou de complications microvasculaires établies, la réponse à l'intervention peut être plus lente, nécessitant des ajustements personnalisés et de la patience. La littérature scientifique suggère qu'il faut en moyenne 8 à 12 semaines pour que les effets métaboliques de l'optimisation nutritionnelle se manifestent pleinement, renforçant ainsi l'importance de la persistance et d'une surveillance continue. L'intégration de ces nutriments dans un plan thérapeutique structuré représente donc un outil précieux dans la gestion du diabète, avec le potentiel d'améliorer non seulement les résultats cliniques, mais également l'autonomie et la qualité de vie des patients. Cependant, son succès dépend du strict respect du protocole, d'une communication transparente avec l'équipe soignante et d'une volonté de procéder à des ajustements fondés sur des données probantes. Dans ce contexte, l'éducation des patients apparaît comme un élément clé, leur permettant de prendre des décisions éclairées et de participer activement à leurs propres soins. Des trois, la vitamine E et le magnésium peuvent agir comme adjuvants dans le contrôle glycémique, il est essentiel de souligner que leur utilisation doit être guidée par des critères scientifiques et individualisés. La supplémentation, bien que prometteuse, ne remplace pas les piliers fondamentaux du traitement du diabète, tels qu'un traitement pharmacologique prescrit, une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. En ce sens, la réduction progressive de la dépendance aux agents hypoglycémiants ne doit pas être interprétée comme un objectif isolé, mais plutôt comme une conséquence naturelle d'une prise en charge intégrée, dans laquelle le patient atteint une stabilité métabolique sans compromettre la sécurité. Le maintien de paramètres cliniques idéaux, tels que l'hémoglobine glyquée, HbA1c, en dessous de 7%, doit être recherché sans exposer l'individu à des risques inutiles, notamment l'hypoglycémie. À cette fin, il est recommandé d'adopter des stratégies complémentaires optimisant l'homéostasie de l'organisme. Une hydratation adéquate,
par exemple, joue un rôle crucial, car les reins ont besoin d'un plus grand apport d'eau pour éliminer l'excès de glucose et d'électrolytes. Une consommation minimale de 2 litres d'eau par jour contribue non seulement à la fonction rénale, mais aussi à la régulation de la tension artérielle et à la prévention des complications microvasculaires. L'intégration d'exercices de résistance légers, comme l'utilisation de bandes de résistance pendant 10 minutes après les repas, représente une approche efficace pour améliorer l'absorption du glucose par les muscles sans épuiser les réserves de glycogène hépatique. Cette pratique, combinée au suivi du poids, permet d'identifier des pertes de poids de plus de 2 kg en un mois, signe qui peut indiquer un déséquilibre hydroélectrolytique, et pas seulement une réduction de la graisse corporelle. Dans ces cas, le remplacement du potassium et du magnésium, sous contrôle médical, devient impératif pour éviter des complications telles que des arythmies ou une faiblesse musculaire. Les résultats attendus, comme la réduction de LHbA1c entre 0,3 et 0,5 points en 4 semaines, associée à une amélioration de l'humeur et à une diminution de la fatigue, signalent une avancée significative dans le contrôle métabolique. Toutefois, l'absence de progrès au cours de cette période ne doit pas être interprétée comme un échec, mais comme une indication de la nécessité d'une réévaluation. Des facteurs tels que la précision dans l'ajustement de l'apport en glucides, la gestion du stress, la qualité du sommeil et même l'utilisation concomitante de médicaments comme les statines, qui peuvent augmenter la glycémie doivent être étudiés. De plus, les infections subcliniques ou les affections inflammatoires chroniques peuvent constituer des obstacles à la réponse thérapeutique. La clé d'une intervention réussie réside dans la modification progressive des variables, permettant d'identifier précisément l'impact de chaque ajustement. Concernant les questions fréquemment posées sur la supplémentation, la compatibilité entre les nutriments est un aspect pertinent. L'administration conjointe de vitamine D3 et de magnésium, par exemple, est non seulement sûre, mais également synergique, puisque le magnésium est essentiel à l'activation de la vitamine D. La vitamine E, à son tour, améliore la stabilité des membranes cellulaires, optimisant ainsi l'action antioxydante. Pour maximiser l'absorption et minimiser l'inconfort gastro-intestinal, il est recommandé de répartir les suppléments tout au long de la journée. La vitamine D3 doit être ingérée pendant le déjeuner, en profitant de la présence de graisse dans le repas. Le magnésium peut être réparti entre le petit déjeuner et le dîner, et de la vitamine E, administrée au dîner. Les interactions avec des médicaments, comme la metformine, méritent une attention particulière. Bien qu'efficace pour contrôler la glycémie, ce médicament est associé à une absorption réduite de la vitamine B12 et, dans une moindre mesure, de la vitamine D3. Les patients prenant de la metformine pendant une période prolongée doivent surveiller leur taux de vitamine B12 chaque année, avec un supplément quotidien de 5 cents à 1000 microgrammes de cyanocobalamin ou, de préférence, de méthylcobalamin, la forme la plus biodisponible et la plus active. Le magnésium, en plus de compenser la carence induite par la metformine, peut atténuer les effets secondaires tels que la constipation, offrant ainsi un bénéfice supplémentaire. Dans le contexte du diabète de type 1, la supplémentation démontre également un potentiel thérapeutique, avec toutefois des nuances spécifiques. La vitamine D3, par exemple, a été associée à la préservation de la fonction des cellules bêta-pancréatiques restantes et à la réduction de l'inflammation systémique, facteur susceptible de ralentir la progression de la maladie. La vitamine E, à son tour, protège les vaisseaux sanguins contre les dommages oxydatifs, une complication courante chez ce profil de patient. Le magnésium, en réduisant la résistance périphérique à l'insuline, contribue à la stabilisation des fluctuations glycémiques. Il est toutefois impératif de souligner que de telles supplémentations ne remplacent pas l'insulinothérapie, mais peuvent contribuer à réduire la dose nécessaire et à prévenir les complications, toujours sous contrôle endocrinologique. L'inquiétude quant au risque d'hypoglycémie induite par les suppléments est pertinente, mais elle doit être contextualisée. Les nutriments en question ne provoquent pas d'hypoglycémie à jeûne par action directe sur le pancréas ou par excès d'insuline exogène. Son mécanisme d'action repose sur l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, ce qui rend l'organisme plus efficace dans l'utilisation du glucose. Par conséquent, la même dose d'insuline ou de médicaments oraux peut entraîner une plus grande réduction glycémique. Dans ce scénario, une surveillance fréquente des niveaux de glucose est essentielle et tout signe de baisse excessive doit être signalé au médecin afin d'ajuster le traitement pharmacologique. Une telle réponse, loin de constituer un effet indésirable, indique l'efficacité de l'intervention.
L'inclusion de la vitamine C, bien que moins étudiée dans le contexte du diabète par rapport à la vitamine D3, à la vitamine E et au magnésium, peut être envisagée à des doses de 500 mg par jour, notamment en cas de carence avérée ou chez les patients à cicatrisation lente. Son rôle en tant qu'antioxydant complémentaire peut être bénéfique, bien que les preuves d'un impact direct sur le contrôle glycémique soient plus modestes. Les premiers signes d'amélioration, comme une réduction de la fatigue et des crampes, sont généralement constatés entre 10 et 14 jours après le début de la supplémentation. En 4 à 6 semaines, il est courant de constater une stabilisation de la glycémie à jeûne, tandis que les effets les plus significatifs sur l'HbA1c ont tendance à apparaître après 3 mois. L'absence de résultats pendant cette période ne doit pas décourager le patient, mais plutôt motiver une révision du respect du protocole, du dosage des suppléments et de l'identification d'éventuels facteurs interférents, tels que l'apnée du sommeil, le stress chronique, l'utilisation de corticoïdes ou les infections subcliniques. Quant à l'administration de suppléments, l'ouverture de capsules de vitamine D3 est généralement formulée dans une base huileuse et viable et peut être mélangée à des aliments comme des yaourts ou des smoothies. Le magnésium, lorsqu'il est acheté sous forme de poudre, peut avoir un goût métallique et il est recommandé de le dissoudre dans de l'eau en ajoutant du citron et de la stevia pour une meilleure appétence. Dans le cas du chlorure de magnésium, sa dissolution dans 1 litre d'eau, dans la proportion de 2 grammes, permet un apport fractionné tout au long de la journée, en minimisant le goût salé caractéristique. L'âge n'est pas une limitation pour la supplémentation, même chez les patients de plus de 80 ans. Cependant, il est recommandé de commencer avec des doses réduites à la moitié de la quantité recommandée, en les augmentant progressivement en fonction de la tolérance individuelle. En cas d'insuffisance rénale sévère, la posologie du magnésium doit être ajustée jusqu'à un maximum de 100 mg par jour, avec une surveillance stricte du taux de potassium, compte tenu de la plus grande fragilité de l'équilibre électrolytique chez ces patients. L'achat de compléments ne nécessite pas de prescription médicale, car ils sont classés parmi les produits alimentaires. Cependant, choisir des marques fiables, avec des certifications telles que GMP, Good Manufacturing Practice, ou USP, United States Pharmacopeia, est essentiel pour garantir la pureté et la qualité des composés. Les produits qui combinent plusieurs nutriments dans une seule capsule doivent être évités, car ils rendent difficile l'ajustement précis des doses et augmentent le risque d'interactions indésirables. Pour les patients qui pratiquent le jeûne intermittent, la supplémentation peut être poursuivie sans compromettre le protocole, à condition que les produits contiennent moins de 5 kcal par dose. La vitamine D3 et la vitamine E doivent être prises dès le premier repas de la journée, en profitant de la présence de graisse pour optimiser l'absorption. Le magnésium, quant à lui, peut être administré à jeûne, bien que certaines personnes signalent un inconfort gastro-intestinal, tel qu'une légère diarrhée, lorsqu'il est consommé sans nourriture. L'observation des réactions corporelles est essentielle pour ajuster le moment de l'ingestion. Compte tenu de ce qui précède, la mise en œuvre d'un plan de supplémentation bien structuré, combiné à un suivi clinique rigoureux, représente une stratégie prometteuse pour gérer le diabète. La combinaison de preuves scientifiques, d'individualisation du traitement et de surveillance continue permet non seulement d'optimiser les résultats métaboliques, mais également de responsabiliser le patient dans son processus de soins personnels. Une prise de décision éclairée et proactive, dans ce contexte, est la base d'une approche thérapeutique réussie et durable. La supplémentation en vitamine D3, en tocophérol naturel, vitamine E et en magnésium apparaît comme une approche complémentaire pertinente dans le contrôle glycémique, favorisant un meilleur apport énergétique et préservant la santé à long terme. En ce sens, l'adoption de mesures fondées sur des données probantes devient impérative pour les individus cherchant à améliorer leur gestion métabolique. La diffusion de connaissances scientifiques actualisées, par des canaux fiables, constitue une ressource précieuse pour l'éducation à la santé, permettant aux patients et aux soignants de prendre des décisions fondées sur des données solides. L'échange d'informations dans les communautés de soutien, qu'elles soient en personne ou virtuelles, renforce les réseaux de soutien et contribue à la prévention des complications évitables, en plus de favoriser une culture de soins proactifs. Les informations qualifiées, lorsqu'elles sont partagées de manière responsable, jouent un rôle transformateur, capable d'avoir un impact positif sur la trajectoire clinique et la qualité de vie des personnes touchées par la maladie. Par conséquent,
un engagement en faveur d'une mise à jour continue et d'une surveillance métabolique régulière doit être considéré comme des piliers fondamentaux du parcours de soins personnels.